L'objectif de tout titulaire de marque, et l'objectif, bien évidemment, en conséquence de tout référenceur, c'est la page 1, la fameuse page 1. Je dirais que quand une société, une marque et un référenceur se rencontrent pour travailler ensemble, il y a également un autre objectif qui est incontournable, que vous avez certainement déjà pris en compte, mais c'est toujours bon de le rappeler, c'est qu'il faut un contrat. Il faut un contrat parce que vous êtes dans une prestation qui est nouvelle, une prestation qui est évolutive. Alors quand on dit nouvelle, aujourd'hui elle a quand même plus d'une dizaine d'années, mais elle reste quand même très mouvante, très évolutive, et par conséquent, il est très important de définir les obligations des uns et des autres et les responsabilités des uns et des autres dans ce contrat de référencement. Alors, passons rapidement. Le type de contrat de référencement aujourd'hui, c'est un contrat d'entreprise, ça peut être un contrat de mandat. Enfin, clairement, on n'a rien inventé en matière de référencement sur le plan contractuel. On va appliquer des règles classiques de droit civil, mais ce que vous devez retenir, c'est que de ce contrat naissent des droits et des obligations de chacun. Alors, si on prend l'exemple de la marque, à quoi elle va être tenue au-delà des aspects évidemment de rémunération, elle va être tenue notamment de garantir à son prestataire référenceur que son site internet ne porte pas atteinte aux droits des tiers, par exemple, que le contenu est licite, qu'il est conforme à la loi, qu'il n'a pas envie de mettre en ligne un site pour promouvoir des produits qui sont réglementés. Je pense notamment aux produits de pharmacie, aux produits de tabac, aux produits de l'alcool, par exemple. Pour ce qui concerne le référenceur, alors la question s'est déjà posée devant les tribunaux, et notamment, je crois qu'on a un arrêt de la Cour d'appel de Lyon, ça fait pour toi, David, qui précise qu'en l'absence de clause spécifique, l'obligation du référenceur en termes de résultats, c'est-à-dire de positionnement, et non pas de référencement, c'est une obligation de moyens. C'est-à-dire que si le contrat ne précise pas expressément, voilà, dans tant de jours ou tant de mois, je veux être à telle position sur tel moteur de recherche, le référenceur est tenu d'une obligation qui consiste à dire je vais faire tout mon possible pour vous mettre le plus haut possible dans tel moteur de recherche ou sur tel outil de réseau social. Donc ça c'est très important de savoir qu'on n'est pas tenu par une obligation de résultat, c'est-à-dire en gros je ne suis pas obligé d'arriver à ça si le contrat ne le précise pas clairement. Au niveau de la propriété intellectuelle, il y a des choses qui sont peut-être qui peuvent paraître évidentes mais qui sont très importantes, c'est que, et on va y revenir par la suite dans l'exposé, c'est qu'il faut, encore une fois je le répète, que la marque garantisse le référenceur sur la titularité de l'ensemble des droits sur le site internet, et notamment quand il y a des développements qui sont faits par des sociétés de prestation de services internet, parce qu'aujourd'hui le référenceur n'est pas forcément le développeur du site, ben, que tout soit clair sur le fait que la marque est bien propriétaire de son site. Sur la durée du contrat, il n'y a rien de spécial à dire, si ce n'est que vous pouvez entrer dans un contrat de durée déterminée, c'est absolument pas interdit. Ça s'inscrit également dans une réflexion globale d'obligation, c'est-à-dire quel temps on se donne pour arriver au résultat que l'on souhaite obtenir. Donc, tout ça sont des dispositions assez importantes à mettre en œuvre les unes avec les autres. Donc ne négligez pas cet outil contractuel parce qu'il va régir l'intégralité de vos relations tout au long de la prestation de référencement avec votre partenaire. Alors passons tout de suite à quelque chose qui est probablement plus intéressant et plus vivant, qui concerne les risques juridiques attachés au référencement. Alors le premier d'entre eux, bien sûr, c'est l'atteinte aux droits des tiers, qui peut se présenter de tout un tas de manières. Là je vous ai mis simplement une petite capture d'écran qui vient d'un site qui s'appelle buyercastle.com, qui utilise dans ses méta, notamment au niveau keyword, la marque NonStopBits, qui est une marque de casque audio bien connue, qui aujourd'hui est une des stars de la vente en ligne de produits de contrefaçon sur Internet. Donc, ce site qui vend évidemment des contrefaçons, je vous invite à ne pas acheter vos produits sur ce site, donc buyercastle.com, utilise de manière extrêmement intensive dans le code source de ces pages les marques de NonStopBits pour promouvoir et essayer de faire remonter son site. Alors, on est tous bien conscient que c'est tout à fait insuffisant pour parvenir à cela, à arriver en bonne position dans un moteur de recherche. Néanmoins, j'ai été chercher ce site, c'est pas un site pour lequel j'ai travaillé ou contre lequel je suis intervenu, mais par exemple, on le trouve très facilement sur Google quand on tape NonStopBits, NonStopBits 1040 ou NonStopBits 7.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, grâce au référencement et grâce à ce type de méthode, le contrefacteur très facilement arrive à remonter. S'il n'est pas premier devant la marque, ce qui est tout à fait logique, en revanche, il a le moyen de se retrouver quand même avec un certain nombre de procédures et de techniques. Il peut se retrouver en page 1 et pour lui, je dirais que l'objectif est rempli. Donc atteinte aux marques, atteinte au droit des tiers d'une manière générale, ça signifie tout simplement que pour arriver en page 1, le référenceur peut être tenté à un moment ou à un autre d'utiliser des méthodes qui ne sont pas forcément recommandables, et notamment d'utiliser les noms des concurrents, les marques des concurrents, de prendre des noms de domaine pour mettre en place des pages satellites, etc. etc. Et nous en arrivons donc à ce qu'on appelle d'une manière générale le spandexing, qui consiste à utiliser un certain nombre de techniques que vous connaissez sans doute tous, ou en tout cas dont vous avez sans doute entendu parler, et qui concernent les moyens mis en œuvre pour contourner, on va dire, les obligations fixées par les moteurs de recherche. On pense tous à Google, bien sûr, mais bien entendu n'est pas le seul. Et donc, je vous ai cité quelques exemples qu'on va retrouver par la suite, puisque la jurisprudence est déjà pensée sur un certain nombre de ces questions. Donc le page jacking, on va reprendre tout simplement le contenu d'une page du site d'un concurrent pour bénéficier de son référencement grâce à des outils qui, notamment pour certains, sont fournis par Google, c'est quand même assez ironique. On a le cloaking qui consiste, et là je vous ai mis une petite infographie, qui consiste à présenter deux types de pages, une page qui va être visible par l'utilisateur et une autre page qui va être visible par les moteurs pour le référencement du site, pour arriver à un résultat qui n'est pas forcément un résultat, je dirais, malhonnête au départ. On peut faire du cloaking pour une raison, on va dire, légitime, notamment une histoire de langue pour l'internaute ou d'autres contenus. Néanmoins, il est très connu aussi pour les pratiques déloyales. Les pages satellites, on va y revenir, également aujourd'hui très mal vues par les moteurs de recherche, néanmoins toujours utilisées dans un certain nombre de situations, et qui peuvent évidemment être poursuivies juridiquement. Alors, je vous ai cité un certain nombre d'exemples, c'est surtout pas pour retenir les dates, les juridictions qui ont rendu ces décisions, parce qu'on n'est pas dans un cours de droit, mais c'est simplement pour que vous ayez conscience que la question du référencement en droit s'est posée alors, sur le plan contractuel, sur le plan de, on va dire, de l'application des règles de droit à cette nouvelle économie, mais également aux pratiques effectuées par les opérateurs économiques et donc au contentieux qui peut naître de cette matière qu'est le référencement. Et donc, ça fait un petit moment qu'on a des décisions. Si on prend l'exemple, par exemple, de cette décision sur la dénomination sociale, déjà en 2002, le TJ de Paris avait été amené à condamner une société qui avait repris la dénomination sociale et contrefait la marque d'un concurrent. Alors, si ça vous intéresse d'avoir l'exemple, les parties en question, pour retenir que ça avait été pris, une décision avait été prise il y a une dizaine d'années, c'était tout simplement deux concurrents tout à fait frontaux dans le domaine de... C'était deux facteurs d'orgue, il y en a un qui s'appelle Odin et l'autre qui s'appelle Le Ludion, et la société Le Ludion avait tout simplement repris dans ses métatags à l'époque la marque Odin, qui était évidemment beaucoup plus connue que Le Ludion, et donc il y a eu une condamnation pour contrefaçon. Je crois que c'était aux alentours de 8 000 € de dommages et intérêts et usurpation non commerciale. Un exemple. Un autre exemple qu'on peut citer, ce qui est très intéressant, c'est que même en matière de non-patronymie, qui n'est pourtant pas un droit de propriété intellectuelle, mais qui est un droit protégé par le Code civil, on a une décision qui a été certes rendue en référé, mais en 2006 par le TJ de Paris, entre deux médecins concurrents. Alors c'était pas des nutritionnistes, mais c'était deux médecins assez connus, et l'un avait repris le nom de l'autre d'une manière extrêmement intensive dans le code source de son site internet. Il a également été condamné sous astreinte à retirer les contenus, à déréférencer, supprimer du code source, et puis publication de la décision, ce qui en général fait du mal, notamment pour la suite de la carrière du médecin condamné. On a également des exemples tout récents avec les noms de domaine, puisque évidemment le nom de domaine n'est pas protégé par un droit spécifique, mais il est protégé par le droit commun. Donc la reprise d'un nom de domaine de manière frauduleuse, c'était une affaire Coquin-Coquine, je crois, où on avait une reprise, un dépôt de nom de domaine pour des activités identiques par un concurrent, sans hésitation, et là-dessus, la jurisprudence est quand même désormais très bien établie.
Il est intéressant quand même de noter que pour ce qui concerne les métatags, la condamnation n'est pas obligatoire et n'est pas systématique. On a une affaire assez intéressante qui a été rendue en 2010 par un TGI, probablement dans une affaire Free, où le fournisseur d'accès Free avait poursuivi une société Osmosis qui avait repris dans ses métatags d'une manière également assez importante la marque Free, en tout cas le mot Free, sachant que cette société commercialisait des dispositifs qui pouvaient être combinés avec les produits commercialisés par Free. Et s'agissant de cette affaire, le tribunal avait considéré que l'usage ne pouvait pas être condamné, ne pouvait pas être poursuivi dans la mesure où, effectivement, la société qui avait repris cette marque dans ses mots-clés et dans son code source, en fait, ne faisait que référence, finalement, à la marque des produits avec lesquels ces produits étaient censés fonctionner. Donc ça n'est pas automatique, mais simplement sachez que sur le principe, la reprise des droits des tiers est lourdement sanctionnée, que ce soit sur le droit commun, c'est-à-dire la responsabilité civile délictuelle, le fameux article 1382, ou bien sûr sur des droits encore plus spécifiques, type contrefaçon, le code de la propriété intellectuelle. Ce qui est intéressant, je fais un petit focus sur cette affaire qui est assez récente, comme vous pouvez le voir, cour d'appel de Douai, 5 octobre 2011, c'est une affaire qui va d'autant plus retenir votre attention qu'elle concerne la bière, et quand même on est dans une grande région de brasseurs, on ne peut pas passer cette affaire sous silence. Il s'agit de deux concurrents qui vendaient des produits de brasserie et accessoires associés, et en réalité, la demanderesse avait un site qui s'appelait Sélection Bière. Donc c'est pas très distinctif, Sélection Bière, et d'ailleurs la cour d'appel l'a rappelé, effectivement, premier arrivé, premier servi pour le nom de domaine, etc. Mais pour qu'un nom de domaine puisse être protégé, il faut effectivement qu'il soit un minimum arbitraire, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. En revanche, le concurrent avait non seulement déposé un certain nombre de noms de domaine autour de la bière, donc il y avait Esprit Bière, Saveur Bière, etc. Mais ces noms de domaine étaient tous reliés à des pages satellites qui pointaient vers le site du concurrent. Et cette pratique a été considérée comme constitutive de concurrence déloyale. Et par ailleurs, sur ces pages satellites et sur le site du concurrent, il y avait une certaine dévalorisation des produits de la demanderesse. Et là encore, la cour d'appel a considéré que dévaloriser, bien sûr, les produits des services d'un concurrent, en l'occurrence des produits, pouvait constituer un dénigrement motif et être condamné de ce chef. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est la première affaire en France qui s'intéresse aux pages satellites. C'est pas inintéressant de le dire. C'est surtout intéressant de retenir que la cour d'appel ne condamne pas, à l'inverse des moteurs de recherche, la technique même des pages satellites, mais plutôt l'usage qui en est fait et le résultat qui peut en découler. C'est ça qu'il faut retenir dans cette affaire. Et donc, j'aimerais faire un focus sur un problème qui concerne peut-être certains d'entre vous. C'est aujourd'hui le fléau de la cybercontrefaçon. Pas mal d'actions publiques qui sont conduites en ce moment, et notamment encore la semaine dernière, pas mal de communications sur la lutte contre la cybercontrefaçon. Et on n'a pas besoin d'être dans le domaine du luxe, forcément, pour être concerné par cette problématique. Aujourd'hui, on s'aperçoit, quand on accompagne les sociétés qui vendent en ligne ou qui ont des produits relativement rares, que les contrefacteurs utilisent d'une manière extrêmement intensive et relativement ingénieuse l'ensemble des outils qui sont à leur disposition sur Internet, et notamment les réseaux sociaux, pour optimiser leur site Internet et les rendre accessibles au public, directement en allant les chercher comme dans leur activité sociale sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, ça fait quelques années maintenant, mais désormais on les voit sur Pinterest ou sur The Fancy. Donc il y a vraiment une capacité du cybercontrefacteur à se mettre à la page, et donc il faut trouver les armes pour faire cesser ces actes et essayer de couper l'herbe sous le pied des contrefacteurs. Donc là, je vous ai mis en fond, un peu en transparence, les résultats de recherche interne à Facebook sur la marque Gucci, où vous apercevez qu'effectivement, il y a une page officielle, il y a un certain nombre de pages communautaires, il y a quelques pages fans, néanmoins, il y a également un certain nombre de contenus qui ne laissent aucun doute sur les velléités des titulaires de pages. Je vous ai pris également des résultats beaucoup plus récents, parce que cette saison, on va parler de t-shirts, donc c'est Abercrombie & Fitch, qui est une marque très célèbre, une marque américaine de sportswear, qui fait l'objet également d'une vaste
utilisation par les contrefacteurs. Donc on a effectivement un certain nombre de résultats sur Facebook. Et alors la technique qu'on a pu observer, et pourquoi je vous parle de ça, c'est que aujourd'hui les contrefacteurs ont des sites internet qui sont plus ou moins bien référencés, des sites internet qui ont parfois une charte graphique qui peut vraiment tromper même les plus aguerris des internautes. Et ces contrefacteurs en réalité optimisent leur site internet en créant des pages sur Facebook ou en créant de faux profils sur Facebook. Faux profils à partir desquels ils vont faire des demandes massives de contact. Une fois que, évidemment, vous connaissez tous quelqu'un ou plusieurs personnes qui ont une tendance à accepter un peu toutes les demandes d'amis qui existent sur Facebook ou sur Twitter, ou les followers, une fois que ces gens ont constitué un fort réseau d'amis ou de contacts sur le réseau social concerné, ils vont publier sur le mur de leurs contacts de l'information à vocation publicitaire pour promouvoir le site internet. C'est notamment ce qu'a subi Moncler, le fabricant italien de vêtements d'hiver, il y a quelques mois. Évidemment, avec des sites comme soldemoncler.fr ou doudoune-moins-cher.fr, etc., vous avez un certain nombre d'internautes, et vous comme moi, on peut aussi se faire berner en disant « Tiens, c'est intéressant, ce site est manifestement légitime parce que c'est un de mes contacts qui en a parlé, puisque c'est sur son mur que je retrouve l'information. Donc, j'ai confiance, non pas dans l'information que j'ai trouvée moi sur Internet, dans une recherche sur Google, mais c'est simplement parce que c'est présent sur le profil de mon ami. Et donc, de ce point par voie de conséquence, on a tendance à aller plus naturellement vers ces sites Internet. Idem pour le réseau Twitter, on observe de la même manière une très forte recrudescence de comptes qui font croire effectivement à un caractère officiel ou qui annoncent des soldes. C'est pas le site des Trois Suisses avec les bons de réduction, c'est des sites qui se présentent comme Moncler officiel, même si, qui n'étaient absolument pas officiels pour le coup, et qui vous proposent ensuite de vous linker avec leur site internet pour acheter des produits, avec parfois une charte graphique extrêmement qualitative qui peut vous induire en erreur. Donc là, voilà par exemple un compte Twitter sur France Moncler, qui est certainement coupé désormais, enfin qui était en ligne il y a quelques semaines à peine, et qui vous permet d'arriver sur des sites de ce type, avec des prix qui sont pas si éloignés des prix du vrai, on va dire, et qui peuvent du coup prêter à confusion. Et enfin, une technique qu'on a également identifiée et qui, encore une fois, fait la part belle au référencement, c'est l'alerte Google que vous pouvez recevoir aujourd'hui quotidiennement sur vos ordinateurs par mail. En l'occurrence, j'ai pris l'exemple d'une alerte Google que j'ai placée sur la marque Hermès. Et tous les jours, vous avez des informations sur l'actualité, vous avez des informations sur les blogs, etc. Et également sur le web, c'est-à-dire des pages qui sont référencées par Google sur le web. Et qu'est-ce qu'on observe sur l'alerte Google qui doit dater d'il y a 3-4 jours? C'est qu'on a des informations qui sont tout à fait légitimes. Et puis à côté de ça, on a ici, en deuxième position, un lien qui s'appelle Hermès Leather Bag, avec manifestement des informations historiques, donc un contenu éditorial. Ici, on a réplique Hermès, donc là, on sait exactement à quoi on a affaire. Mais ce lien Hermès Leather Bag est intéressant parce qu'on arrive sur quelque chose qui ressemble à un blog, qui est hébergé sur un Skynet blog en Belgique, qui contient effectivement un contenu éditorial qui nous fait penser un petit peu à la notion de ferme de contenu, mais au milieu de tout ce texte, qu'est-ce qu'on a? On a un seul lien qui s'appelle Hermès Passport Holder Chocolate, qui a priori ne signifie absolument rien, mais quand on clique sur ce lien, en fait, on arrive là. Et on est effectivement redirigé vers un site de contrefaçon. Ce qui veut dire que ces techniques qui consistent à publier du contenu sur des blogs, parfois dans des commentaires de forums de discussion, tout ça couplé avec des comptes Twitter, des comptes Facebook, va vous permettre aussi progressivement d'avoir une vie quotidienne, de remonter progressivement dans les résultats de recherche, jusqu'à être référencé par Google, voire ressortir dans les bonnes positions. Et donc c'est à ça qu'on est confronté aujourd'hui, quand on est titulaire de marque. Ça me permet de conclure en faisant une transition pour la e-réputation. Dans la e-réputation, il y a aussi un volet de défense de la marque, contre évidemment la critique, mais pour certaines marques, ça concerne également la défense contre toutes les atteintes que peuvent commettre des tiers pour vendre des produits contrefaçons. Voilà. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à poser des questions.
Nous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Le Lucien